Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être fidèles à notre émission, que les choses soient dites. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité à cette émission et je sais l'engouement que vous avez pour le mardi soir à 20h ici sur Canal 10. Je remercie aussi tous ceux qui font des commentaires constructifs et argumentés sur les réseaux sociaux. Ce soir, un thème brûlant, mais qui sera, comme à l'accoutumée, sans langue de bois, car il est temps que les choses soient vraiment dites. Nous avons eu, et vous le savez, plusieurs affaires qui ont fait la une des médias, jadis. Les réseaux sociaux se sont emparés aussi de certaines affaires financières catastrophiques au sein de différentes collectivités. Des mots lourds de conséquences ont été alors prononcés, tels magouille, mauvais gestionnaire et autres. Nous avons en mémoire l'affaire, pour ceux qui étaient déjà nés, de la SODEG. Nous avons aussi eu le Vélodrome et plus près de nous, l'affaire du SIAG. Je ne pouvais faire l'impasse sur le thème qui sera débattu ce soir. Nous parlerons des finances des collectivités locales à partir de cette question. Finances des collectivités locales, est-ce la fin du gaspillage? Nous avons plusieurs invités sur ce plateau pour en parler. Tout d'abord, honneur au maire sur ce plateau, Jean-Philippe Courtois, qui est maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. À ses côtés, nous avons Claude Guillot, qui est employé de collectivité territoriale, mais il est surtout sur ce plateau expert des finances publiques. Et on va aussi rajouter Claude Guillot, expert syndical. Voilà. Nous avons aussi Harry Anslat, que vous connaissez bien, qui est chef d'entreprise et qui a l'habitude, qui fait partie du noyau dur de cette émission, que les choses soient dites. À ses côtés, nous avons Thierry Panol, qui est courtier en assurance. Il est aussi élu de la commune de Saint-Claude. Et Vita Chevry, qui nous rejoindra tout à l'heure, que vous connaissez bien, qui est avocate et qui fait elle aussi partie de ce noyau dur de cette émission, que les choses soient dites. Et puis, Raphaël Spéronel, que nous retrouverons la semaine prochaine, mardi prochain, pour notre émission, que les choses soient dites, mais qui n'est pas ici sur ce plateau. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais débuter par Jean-Philippe Courtois par rapport à une actualité. Jean-Philippe Courtois, je le rappelle, vous êtes le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Très récemment, sur les médias, il a été question de 2 avances qui ont été faites à la commune. De la part donc de l'AFD, qui est une banque publique, de 1,4 million d'euros, et puis de la SEM-Samar, qui est, elle, de toute façon, bailleur social. Alors, j'aimerais débuter en vous posant cette question. De quoi est-il question exactement, puisque vous avez un délai proche pour rembourser cette somme, donc 2,4 millions d'euros, avant le 30 décembre. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il en ressort et merci, Evita, d'être sur le plateau, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Donc, pour revenir par rapport au montage du projet pour la réhabilitation de l'avenue Paul Lacavé, donc la ville de Capesterre-Belle-Eau a mis en place un partenariat avec différents partenaires. La collectivité régionale qui mettait au pot donc la somme la plus importante à hauteur d'1,5 million, avec les fonds européens qui eux intervenaient pour une somme d'1,4 million,
et la ville de Capesterre-Belle-Eau qui, elle, ne devait participer qu'à hauteur de 750 000 euros. Et pour pouvoir prétendre aux fonds européens, il faut donc présenter un certain nombre de factures qui soient acquittées. Et c'est dans ce cadre-là que l'AFD vient en soutien aux collectivités, c'est-à-dire qu'elle fait une avance de somme, donc ce 1 425 000 euros plus exactement, qui permet à la ville de Capesterre donc de pouvoir participer donc au montage financier en participant à l'avance sur différentes factures et donc à la remontée des différents dossiers au niveau des fonds européens. Donc ce qui fait que normalement le schéma, c'est l'AFD fait une avance à la ville de Capesterre qui paye les factures à hauteur d'1,4 million, qui fait remonter les factures au niveau des fonds européens et donc le FEDER, lui, libère ce 1,4 million qui est remboursé à l'AFD. Donc c'est simplement une solution pour faciliter la trésorerie de la ville. Sauf que nous sommes retrouvés dans un contexte un peu particulier, un petit peu curieux, où en réalité cette somme a été effectivement bien versée à la ville de Capesterre, mais a été utilisée à d'autres fins. C'est-à-dire qu'elle a permis donc de rééquilibrer donc les comptes de la ville de manière à pouvoir masquer un déficit maintenant devenu chronique. Et donc nous nous retrouvons après 3 années donc de lancement de ce chantier où la ville n'a en réalité jamais répondu aux injonctions de l'AFD, ni jamais entamé le processus de remboursement. Et donc nous nous retrouvons pour la 3e relance, parce que ça il faut bien le rappeler, que c'est le 3e courrier donc, qui est arrivé donc, dans le cadre de notre mandature sous ma présidence, qui informe la ville qu'elle a jusqu'au 31 décembre prochain pour pouvoir faire ce remboursement. Et dans le cadre donc, des échanges avec les différents partenaires, parce que nous avons forcément cherché au travers donc, des différents protagonistes, la SEM-SAMAR, un soutien dans le cadre de cette problématique pour tendre à faire les remontées de dépenses au niveau du FEDER. La SEM-SAMAR, quel est son rôle? La SEM-SAMAR, elle, en fait, c'est elle qui met en place donc, tout le process en termes d'ingénierie pour que les travaux se réalisent. Elle fait les avances au niveau des différentes entreprises qui ont été retenues. Et nous constatons qu'en réalité, la SEM-SAMAR, elle aussi, a fait des avances de trésorerie à hauteur d'1 million d'euros et donc se retrouve, elle, quasiment donc, étranglée par rapport à cette opération donc, sur Capesterre. Et donc, nous explique qu'elle ne peut plus continuer donc, dans le process qui pourrait nous permettre donc, de faire ces remontées de dépenses et nous rappelle qu'elle aussi, il y a de nombreux mois qu'elle sollicite la ville de Capesterre sur ce projet, mais une discussion que nous avons entamée de manière à tendre à trouver une solution nous fait savoir aussi ce soir que ce n'est pas simplement 1 million, donc, mais pour l'avenue Paul Lacavé, mais 1 650 000 euros que la ville de Capesterre-Belle-Eau doit à la SEM-SAMAR sur l'ensemble des opérations qui ont été... 1 million, mais 1 million 650 000, voilà. 1 million d'euros que nous devrions donc leur rembourser si nous restons donc dans le cadre de la programmation qui a été faite dans le cadre de l'avenue Paul Lacavé. Mais si nous devons faire le point sur l'ensemble des opérations qui ont été lancées à Capesterre-Belle-Eau pour le compte de la SEM-SAMAR, c'est plus d'1 600 000 euros qui sont à rembourser. Donc c'est ce qui met en réalité en difficulté donc, les collectivités. C'est cette dynamique qui fait que des fonds qui sont dédiés à des opérations ne sont pas fléchés, mais sont utilisés à d'autres fins. Et le terme qui est posé, qui est manifestement rentré dans le quotidien de certains, c'est le pot commun. Or, on ne peut plus et on n'a plus le droit de gérer une ville comme cela, car aujourd'hui, on se retrouve donc face à des difficultés. Et en dernier ressort, donc c'est la qualité du service public qui en prend un coup. Alors on va y arriver. Ce soir, on ira franco, puisque l'émission, c'est que les choses soient dites et nous nous permettons quand même de dire les choses. Je ferai un petit parallèle. Lorsqu'un homme fait des avances à une femme, c'est pour en obtenir des faveurs, n'est-ce pas? Et vous avez répété avance à plusieurs reprises. Alors, qu'espérait la commune de Capesterre-Belle-Eau? Qu'est-ce qui a été négocié, puisqu'on parle bien d'avance, n'est-ce pas? Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Et est-ce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait? J'ai envie de dire oui en partie, puisque vous l'avez vu, les travaux ont été lancés, sont quasiment terminés à l'approche des élections. Donc peut-être la manière pour certains... Donc la commune a obtenu
puisqu'on lui a fait des avances. Que les travaux soient réalisés. Donc, et qu'a obtenu l'AFD, la SEMSAMA, qu'est-ce qui a été négocié selon vous? Ce qu'ils ont eux obtenu, c'est une dette aujourd'hui, puisqu'ils n'ont eu en face aucune réponse aux différents courriers de relance, aux différents appels. Et aujourd'hui, c'est malheureusement notre équipe parce que vous avez qui doit élu, maintenant mettre de l'ordre. Jean-Philippe Courtois? Non, puisque manifestement, quand on fait l'historique de cette affaire, ce sont de nombreux courriers de relance qui ont été adressés à la ville, de nombreux appels. Donc, on dira qu'il y a eu là encore une fois des choix qui ont été faits de façon politicienne à la veille d'échéance électorale, mais on n'a pas pris le temps ni de s'assurer d'avoir la trésorerie et non plus d'avoir une bonne orthodoxie en termes de gestion des deniers publics. Merci, je reviendrai tout à l'heure avec vous. Juste à côté, il y a Claude Guillot qui, lui, connaît bien la question lorsque vous entendez cela. Claude Guillot, que dire à cette population, que dire à ceux qui nous entendent? Comment expliquez-vous cette manière de procéder, cette manière de fonctionner? Eh bien, Philippe Courtois l'a un peu expliqué clairement, c'est-à-dire qu'il y a eu une unicité de compte, et la commune avait probablement déjà au préalable des problèmes financiers. Donc, c'est un financement croisé et que le financement européen vient in fine, c'est-à-dire quand on a fait les travaux. Donc, ce qui s'est passé très certainement, la région a mis, la Seine-Saint-Marc a mis, et les 700 000 euros de la ville sont où? Donc c'est une pratique. Je ne m'explique pas parce qu'il a dit quelque chose qui m'a un peu fait tiquer. Vous avez certainement mélangé le tout, mais il peut pas, la ville ne peut pas devoir 150 sur 1,5 million sur cette opération à la Seine-Saint-Marc. Non, j'ai dit qu'une fois qu'on a fait le point, suite à un entretien, on constate que sur diverses opérations, la ville doit maintenant 1,6 million. Oui, mais ça c'est de la Seine-Saint-Marc, c'est bien un bailleur social. Oui, mais c'est de la cavalerie. C'est de la cavalerie financière, puisque vous ne pouvez pas engager ce que vous n'avez pas. Y a-t-il une comptabilité d'engagement à la mairie? Tout à fait, malheureusement. Ah ben voilà. Donc on va tourner comme cela. C'est la problématique qu'on va retrouver tout le temps dans nos collectivités. Il faut savoir que généralement les maires ont un budget d'avance. Alors, les fonctionnaires les magistrats de la chambre passe font leur audit, mais ils ne sont pas des cadets des affaires. Si le maire prend son téléphone, appelle une entreprise qui a trop souvent d'ailleurs les mêmes marchés publics dans la collectivité, fait ça pour moi. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de bonne commande. Comment un fonctionnaire de la Chambre régionale des comptes va deviner que cette facture existe? Alors, maintenant, les fonctionnaires de la Chambre, ils ne sont pas bêtes, ils ont compris, maintenant ils appellent les entreprises. Et c'est par les entreprises qu'ils arrivent à chiffrer les dettes. Donc ce sont des pratiques courantes? Or, moi, monsieur Ancelade, vous êtes dans le privé, il le connaît très bien. S'il fait une écriture comptable, commerciale, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez au Niouf. Ah oui, ça c'est... Et aujourd'hui, en France, il n'y a qu'un élu qui peut faire des faux en écriture comptable. C'est pas possible. Il sera interdit de gestion, lui. Et actuellement, un exécutif peut se permettre même d'insulter un magistrat de la Chambre. Peut se permettre de dire, ce monsieur ne sait pas compter. Le rapport de ce monsieur suit un but inavoué. Voilà, on en est là. Et à partir du moment où on entend ça, ça s'appelle du populisme. Les gens écoutent ça, ils boivent ça. Et puis ces gens-là ne sont pas là pour élever le niveau de la population. Je pense que c'est manifestement fait pour abaisser. Avant de passer la parole quand il y a un jugement de la Chambre, il faut savoir quand même, messieurs, qu'il y a un magistrat, 2 assesseurs, il y a un procureur financier. Et puis si vous contestez l'évaluation de la Chambre, il y a un chemin, c'est pas la parole, comme on la voit trop souvent en Guadeloupe. Vous allez au tribunal administratif. Mais les gens ne vont pas au tribunal administratif, mais distillent de la fausse information pour noyer
le citoyen électeur et tout ce qu'on veut. Voilà, Alors, je passe la parole tout à c'est du l'heure n'importe quoi. aux autres invités. Alors, Jean-Philippe Courtois, serez-vous en mesure de rembourser ces avances? Nous avons entamé aujourd'hui donc des rencontres avec la SEM-SAMAR de manière à trouver donc un mot à trois pour pouvoir étaler la dette. Le 10 novembre prochain, nous allons rencontrer aussi donc l'AFD pour obtenir d'eux donc l'aval pour un avenant pour pouvoir aussi repousser donc cette échéance, puisqu'ils sont aussi bien conscients qu'avec ce changement de municipalité qu'on veut bien endosser les responsabilités dans le cadre de la continuité, mais nous ne pouvons pas non plus hypothéquer notre vision, notre projet, celui qui a été validé par les Capestériens, pour des manquements qui en réalité ne sont pas les nôtres. Alors, n'est-ce pas dans un système je te tiens, tu me tiens? Non, pour l'instant, nous avons face de nous des interlocuteurs qui ont bien compris qu'effectivement qu'il fallait nous accompagner, puisque c'est une opération pour Capesterre-Belle-Eau, mais nous avons d'autres projets, d'autres visions à mettre en place sur le territoire, et que c'est dans aussi cette collaboration, on dira, gagnant-gagnant. Ces personnes devront encore faire des avances à la commune? Non, nous devrons surtout nous retrouver sur un étalement de cette dette. C'est-à-dire que malheureusement, nous allons devoir nous serrer la ceinture sur les premiers mois de cette année 2021, de manière à pouvoir régler ce projet, afin donc d'assainir donc ne serait-ce que la comptabilité sur l'avenue Paul Lacavé, afin maintenant de pouvoir nous tourner vers d'autres horizons. Non. La SEM-SAMAR, c'est quand même un bailleur social. Tout à fait. D'accord. Et là, ils étaient chargés de quoi faire? En fait, ils sont présents sur de nombreux secteurs, que ce soit donc la requalification donc d'avenues comme l'avenue Paul Lacavé, la construction aussi donc de bâtiments sur le plan social. En gros, la SEM-SAMAR aujourd'hui a de nombreuses casquettes, puisque les collectivités sont amenées à se positionner sur de nombreux projets pour pouvoir répondre donc aux doléances de la population. Et ils facilitent dans le cadre où il y a une vraie collaboration, il y a un vrai suivi aussi au niveau de la collectivité. Ils facilitent donc la mise en place de projets d'envergure. Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut aussi que chacun respecte sa part du contrat. Bien, alors maintenant je vais m'adresser aux autres invités sur ce plateau. Donc volontairement, j'ai planté ce décor-là pour entamer notre sujet, notre thème de ce soir. Alors tout d'abord avec vous, Harry Ancelade, quand vous entendez cela, vous qui avez bien côtoyé donc les élus, vous connaissez bien ce dont on parle, alors que les choses soient dites ce soir. Non, je n'ai pas beaucoup travaillé les élus, mais j'ai beaucoup travaillé avec les collectivités. C'est pas pareil. Mais, alors, c'est sûr que, par exemple, on parle du cas de SEM-SAMAR. SEM-SAMAR fait souvent de la maîtrise d'ouvrage, de la science à maîtrise d'ouvrage pour les mairies. Parce que finalement, le grand problème, c'est tout un problème, on retombera toujours sur le débat du départ, c'est la structuration politique de ce pays-là. Parce que, quelque part, il y a une insuffisance d'encadrement dans les communes, et les communes ne peuvent pas entreprendre un certain nombre de projets avec leur personnel. Donc, la SEM-SAMAR, par exemple, c'est une structure qui fait de la maîtrise d'ouvrage à la place de la commune, et qui, de ce fait, nous, par exemple, moi j'ai un bureau d'ingénierie, je travaille sur un projet communal, mais c'est la SEM-SAMAR qui est mon interlocuteur. Et c'est la SEM-SAMAR qui suit, on présente on négocie le contrat, on fait le contrat, c'est la SEM-SAMAR qui nous suit. Mais en réalité, le projet, c'est pour la commune. Mais notre interlocuteur, c'est la SEM-SAMAR, parce que la SEM-SAMAR a un encadrement pour ça. Bon. Et effectivement, souvent, la SEM-SAMAR avance les fonds. Et là, on rentre dans l'autre aspect où, effectivement, après, la commune n'a pas les fonds, etc. Et après, nous rentrons dans alors après, c'est la gestion politique de chaque commune. Toutes les communes ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des communes qui ont comme principe, je n'entreprends rien si je n'ai pas l'argent. Je connais un maire avec lequel j'ai pas mal travaillé, c'était vraiment sa devise. Petit canal. C'est à l'époque. C'était quelqu'un qui était comme ça. Si je n'ai pas l'argent, je n'entreprends pas. Point. Tout à fait. Quand je lance un chantier, là, je reconnais qu'on était assez à l'aise quand on était maître d'œuvre, parce que moi j'étais maître d'œuvre, c'était de l'ingénierie. On sait que quand on a lancé un programme avec Petit Canal, l'entreprise va être payée. Parce que la chaîne est difficile, parce que quand le programme financier n'est pas en place, ça veut dire que vous avez des entreprises qui lancent des chantiers, qui lancent l'opération,
qui payent les charges, qui payent le personnel, qui payent les matériaux, et qui ne sont pas payés dans les temps. Parce qu'il faut savoir, des fois, ça dure. Moi, j'ai eu, à une époque, mais il y a une amélioration quand même, parce que je sais qu'à une époque, quand je regardais des factures pour mon bureau d'études, ne serait-ce que mon bureau d'études, il y a des communes qui me devaient depuis 2 ans. Et on n'arrivait pas à se faire payer. Donc, maintenant, ça s'améliore pas mal. Mais c'est vrai que tout ça, c'est toute une organisation. Et je dirais, ça va très loin, parce que tout le monde est concerné dans cette affaire-là. Parce que quand vous avez une commune, et que si 80% de son budget passe en frais de fonctionnement, vous avez des problèmes. Quel est l'objectif à ce moment-là? Quel est l'objectif de cette commune-là? Une commune a une part d'investissement à faire, a une part d'organisation de la cité, il faut des fonds. Et si 80% de vos fonds, c'est du frais personnel, le frais personnel, c'est autre chose. Hein. C'est une charge c'est une charge. Et pourtant, tout en externalisant beaucoup de travaux. Donc, lorsque la commune entreprend cette démarche, elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas rembourser. Ah ben, vous savez, oui, je vous dis une chose. Hein. Vous savez, le souvenir le plus fort que j'ai en cette matière, c'est la période où Poteau était président de région. Parce que, je revenais sur ça. Si on se rappelle, première vraie présidence de région, parce qu'avant, José Moustache a été un président de région de début, c'est-à-dire rien n'était en place. L'institution régionale. Était en place. Mais Poteau était le premier vrai président de région. Avec un programme défini, il fallait qu'on fasse les lycées, qu'on attrape les lycées, les ceci, beaucoup d'investissements. Moi, je me souviens, et cet aspect que j'oublierai jamais, avant les élections, après le premier mandat, mais tout le monde lui tombait dessus, les entreprises, parce que les entreprises avaient des créances énormes sur la région, les entreprises coulaient. La presse y était à fond contre lui là-dessus parce qu'il était le fossoyeur, il était considéré comme le fossoyeur des entreprises. Les gens n'avaient pas d'argent et c'était assez surprenant. En définitive, aujourd'hui, des années après, tout le monde parle de cette période en retenant que Poteau a fait beaucoup de choses, mais ça a été effectivement très difficile pour lui parce que les financements n'ont pas suivi. Je me souviens. Et n'ont pas du tout suivi. Et plein de lycées sont sortis, plein de projets sont sortis. On parle de Vélodrome, et on peut parler de la maison de la communication, on peut parler de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'investissements, cette période-là. Beaucoup de lycées, etc. Mais ça a été une catastrophe économique. Est-ce qu'on peut dire beaucoup d'investissements, beaucoup de gaspillage? Alors, justement, alors voilà un autre débat. Alors, je dirais, le bilan aujourd'hui, on a vu beaucoup de lycées, il y a eu beaucoup d'équipements en Guadeloupe. Alors, il y a eu beaucoup d'équipements en Guadeloupe, on a une région super endettée, une fin catastrophique pour lui, mais en définitive, moi je vous posais la question, mais il y a quelque part un coupable quelque part. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Merci, nous reviendrons sur le sujet d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause de publicité. Voilà, nous revenons au sein de notre émission. Alors, nous parlons bien sûr des collectivités locales et est-ce la fin du gaspillage, le thème de ce soir. Je passe la parole à Thierry Panol. Nous poursuivons sur cette question des pratiques et des pratiques qui peuvent entraîner du gaspillage. Alors, que pensez-vous jusqu'ici de tout ce qui a été dit? Quel est votre avis là-dessus? Non. Je pense que quand une banque à capitaux privés ou publics puisse se mettre à disposition d'un territoire, la forme de partenariat positif et gagnant pour le territoire, pour la population du territoire, ça n'ira pas me déranger. Quand une société comme un peu la Seine-Saint-Maur puisse faire pareil, que ce soit à disposition de se mettre du territoire, de la population, ok. Mais toutes les fois où des pratiques, comme on a parlé tout à l'heure sur Capesterre et en d'autres endroits, se manifestent et que ces pratiques-là se disposent à servir une personne ou un élu, et qu'en même temps, cet élu soit à se servir de ce territoire-là pour accomplir son destin électoral ou politique, ça devient gênant.
Donc il y a des exemples de la commune d'où je viens, par exemple, que sur ce territoire-là, pour une population qui a des besoins et qui se doit tenir compte, est-ce que sur ce territoire-là, on avait besoin, dans un quartier résidentiel qui s'appelle Font-Vaillant, de construire un stade qui a coûté 6 millions d'euros? La question se pose. Alors, oui, à passer par un maître d'ouvrage délégué, par ce qu'on appelle dans le bâtiment un contractant général qui se charge de tout pour le compte d'une PRM qui n'aurait pas l'encadrement suffisant, oui, mais comme il est question donc d'aborder des choses, quand il est question des deniers publics, à quel prix? Alors il faut savoir que lorsqu'on parle de gaspillage, c'est vrai que nous sommes sur le plan local, mais ça ne concerne pas seulement la Guadeloupe, c'est un peu partout. Et lorsqu'on regarde des édifices qui ont été construits et qui ne servent à rien, voire des ponts qui ne sont pas utilisés, des trains qui ne servent à rien, qui sont garés. Enfin bref, lorsqu'on regarde, c'est un peu partout qu'on peut identifier le gaspillage au niveau des collectivités, au niveau de l'État aussi. Donc, ce soir, nous essaierons vraiment de mettre le doigt dessus, puisque l'intérêt, c'est de comprendre comment ça se passe, mais aussi de se dire, est-ce que les élus peuvent faire autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité de faire ce qui se faisait jadis? Et vous dites que ça ne vous dérange pas que les choses soient faites, mais qu'il faut être au plus près des besoins de la population. Il faut être dans une logique. Tout à fait, tout à fait. Il est évident que certaines collectivités ne possèdent pas donc en leur sein l'ingénierie technique pour réaliser certains projets. Donc, il n'est pas interdit évidemment de s'encadrer, d'avoir donc l'assistance d'opérateurs confirmés sur un territoire. Mais quand on se dirige dans cette voie, il faut surtout, quand on est un élu politique, penser à toujours veiller aux intérêts de sa population, les défendre du mieux possible, protéger cette population des affres possibles à venir. On connaît notamment le Covid, et faire en sorte que la pression fiscale, d'une manière ou d'une autre, et peu importe la temporalité, n'ait pas à venir massacrer une population. Donc le but essentiel est d'envisager tous les canaux possibles de manière à faire évoluer une collectivité, en s'encadrant certainement, mais en se disant qu'on ne doit pas perdre de vue le fait que tout a un coût, et que quand il s'agit pour certains opérateurs de débarquer dans une collectivité, de mettre la main sur le territoire, de mettre les élus dans la poche et de pouvoir pratiquer des prix inqualifiables, ça devient criminel. Donc peu importe les territoires, c'est pas seulement en Guadeloupe, on le voit en beaucoup d'endroits, sauf que à un moment donné, il conviendra de passer à la caisse, et ceux qui vont passer dans la caisse, c'est toujours les contribuables. Donc il n'est pas question qu'un petit noyau puisse, sans vista particulier, sans modèle économique, sans un modèle, sans une schématisation publique qui puisse certes dynamiser un territoire, mais en même temps le préserver financièrement, il faut qu'on soit à ne plus agir comme par le passé, et que des pratiques qui ont permis à certains de se mettre en avant au détriment du territoire, sans tenir compte des besoins réels de la population, qu'on arrête ce genre de comportement. Evita Chevry. Alors je voudrais d'abord demander la question, qu'est-ce qu'on appelle le gaspillage en fait? C'est ça la question, parce qu'on avait dit, voilà, tout à l'heure Harry vient de parler de Proto, de Félix Proto. Pour les gens, effectivement, au début, certains disaient qu'il y avait du gaspillage. Maintenant, il est vraiment, c'est un des présidents qui va marquer l'histoire de la Guadeloupe, parce qu'il a osé aussi. Donc, c'est pas simple. Le vélodrome, c'est quand même un argument avancé pour dire voilà. que c'est alors, il y a le gaspillage. vélodrome qui permet.
Voilà. Bah, oui, mais un homme, il n'a pas que des réussites, sinon il serait plus avec nous. L'échec d'un Il élu serait dans s'appelle l'autre sphère. gaspillage. Comment? L'échec d'un élu s'appelle gaspillage. Mais non, moi, je pense que gaspillage, c'est quand justement l'action n'a pour but que de faire plaisir à son ego. C'est-à-dire, bon voilà, je fais ça, l'histoire se souviendra que c'est moi qui ai fait le pont, même si ça n'a pas d'intérêt. Mais quand les dépenses ont pour but, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un maire, un maire, je suis désolée, mais il est là pour créer de la valeur. Et quelle valeur ? La cohésion sociale. Et c'est ça ce qu'un maire doit produire, c'est de la cohésion sociale. Donc c'est évident que tout ce qu'il peut faire pour permettre cette cohésion sociale, pour moi, ça ne peut pas être du gaspillage. Alors évidemment, il faut tenir compte d'un minimum de règles, surtout que maintenant, les choses sont beaucoup moins faciles qu'avant, puisqu'il y a, et c'est qui en parlait, c'est toi, qui disait, qui rappelle la Chambre régionale des comptes, qui est là maintenant pour contrôler de manière très sévère. Mais je dis, il faut faire attention à cette vision aussi du maire, dont vient de parler mon ami Harry, qui cite Mittel, qui cite Petit Canal. Je dis, attention. Petit Canal, effectivement, il paraît que le maire actuel est arrivé avec... il y avait un trésor de guerre, quasiment. Mais ça servait à quoi? Il n'est pas là, un maire n'est pas là non plus pour thésauriser. Il est là pour créer une ville. Il est là pour faire en sorte que les gens se nourrissent de leur ville. Et c'est ça la cohésion sociale. C'est le fait qu'on puisse vivre ensemble. On peut avoir du plaisir à être ensemble dans des lieux, dans des places, dans des lieux de culture, de pédagogie, etc. C'est ça une ville. Si c'est pour dire, voilà, j'ai fait d'opération, voilà, il y a tant de millions, demain je mets encore, je ne vois pas l'intérêt. Voilà mon opinion. Je n'appelle pas un grand-maire quelqu'un qui a laissé 10, 15, 20 millions dans la caisse. J'appelle un grand-maire quelqu'un qui, au bout de son mandat, il voit des gens qui sont heureux d'être dans la ville. C'est ça, un vrai maire. Le reste, ça n'a pas... à la limite, il suffit de mettre un gestionnaire, un bon gestionnaire, quelqu'un qui a appris la gestion, et puis le payer tous les mois. C'est pas ça, un maire. C'est un politique, d'abord. C'est quelqu'un qui doit aimer les gens et qui doit faire en sorte qu'ils soient bien dans leur peau. Et la solitude... Un maire doit combattre la solitude. Un maire doit combattre la misère humaine, la misère, psychologique et tout. Il a un travail phénoménal, le maire, comme élu de la proximité. Donc, il est plus à plaindre qu'à envier. Non, parce que je trouve ça passionnant. Si on prend cette voie, si on prend la voie de simplement gérer, on dit, bon voilà, moi je connais un maire qui pendant 6 ans n'a pensé qu'à ça, baisser le déficit. Elle a perdu. Parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi qu'on dise, c'est que les gens n'en ont rien à faire du déficit. En Guadeloupe, on n'est pas encore au stade de faire tomber un maire parce qu'il y a un déficit. Si on fait... Non, Pointe-à-Pitre, je suis désolée. Alors le débat est ouvert. Je suis désolée, Pointe-à-Pitre, c'est au bout de combien de mandats? Il faut être sérieux. Alors justement, Pointe-à-Pitre, c'est vraiment le bon exemple. Parce que si on avait dû faire tomber Bangou à cause du déficit, ça fait très longtemps qu'il serait tombé. Donc justement, Bangou ne tombe pas à cause de ça. Bangou tombe à l'usure du pouvoir. Ça c'est clair, tous les problèmes qu'il a eu, mais c'est pas du tout le déficit qui empêche les... Mais le Guadeloupéen n'est pas sensible à ça. Il est sensible jusqu'à présent au fait que voilà ma ville. Donc il n'est pas sensible au gaspillage, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est son interprétation du gaspillage qu'il faut voir. Ce que vous appelez gaspillage, peut-être qu'il ne le verra pas. Il ne l'aura pas. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile de débattre autour de ça, puisque nous n'avons pas peut-être le même sentiment vis-à-vis du mot gaspillage. Je dis que en général, on vote pour un maire qui change quelque chose dans votre vie. Changer la vie, changer ma ville. C'est ça le slogan d'un bon maire. Mais de dire qu'il gère magnifiquement bien parce qu'il a gardé des 10 ou 15 millions dans les caisses, moi je dis non, c'est un gestionnaire, c'est un bon économe. L'économe de lycée. Voilà, économe de lycée. C'est pas un maire. C'est pas un créatif. Je veux bien qu'on jette l'anathème sur l'économe.
Moi, je ne jette pas j'ai du une tout. j'ai une autre définition que toi du métier, de la fonction de maire. Un maire, c'est certes la première assistante sociale de sa commune, ça c'est sûr, mais un maire ne peut pas faire n'importe quoi. Mais qui a dit Parce tout ça? qu'après, faire n'importe quoi, c'est-à-dire dépenser à tout va. Dépenser à tout va, c'est facile, hein. Mais qui a Mais dit ça? Un maire, il a... J'ai jamais dit ça. Un maire, il a tout simplement comment fonctionne un budget. Un budget, il est simple. Des recettes, des dépenses qui se décortiquent en dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement. Quand on a sorti, on a soustrait les dépenses de fonctionnement, il faut bien comprendre, il va rester quelque chose pour l'investissement. Mais si on n'a pas ce que cela a dit au départ, on est à 92% de fonctionnement. Comment fera-t-on pour investir, pour donner justement à cette population la crèche dont la mère de famille a besoin pour aller travailler, la route communale sans nid de poule, le réseau d'eau potable correct pour avoir au moins de l'eau à son robinet, une maison de retraite avec des coûts abordables, parce que ce n'est pas tout de réaliser. Il faut toujours se poser la question, à quel coût est-ce que ça sera supportable? J'ai entendu Thierry tout à l'heure qui parlait d'argent public. Moi, c'est un mot que j'aime pas. Parce que pour moi, l'argent public n'existe pas. Il existe l'argent du contribuable. Et un maire, son rôle, c'est de gérer au mieux l'argent du contribuable pour que chaque euro utilisé dans la régie communale ou dans quelle que soit la collectivité qu'on gère, soit utilisé à bon escient. Première règle de dépense, est-ce pertinent? La sobriété dans la dépense publique, les règles d'engagement de la dépense publique, et quand on arrive là, un budget, c'est la prévision des dépenses, c'est les prévisions financières tant en recettes qu'en dépenses. Si vous avez prévu de dépenser X euros et que vous en dépensez 2X, ça s'appelle de la cavalerie, madame, et que vous n'avez pas le droit de le faire. Et moi, je défendrai Florent Mittel, que je connais très bien, qui est un monsieur sérieux, qui a prévu des dépenses et qui s'en est tenu à cela. Il a été très orthodoxe là-dessus. Personne ne peut le lui enlever. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il a prévu des investissements. Ce qui lui est arrivé, il a prévu des investissements et il n'a pas réalisé ces investissements. Donc, ce qui fait qu'il a... Et pourquoi il ne l'a pas réalisé? Parce qu'il y avait énormément d'argent. Il y a plusieurs... J'aime bien. Non, il n'a pas réalisé. Il y a plusieurs choses qui font qu'on n'arrive pas à réaliser un investissement. Surtout en matière d'investissement, il y a des règles à respecter, des règles... Enfin, en cela, tu le sais très bien, c'est difficile. Et Ça prend du temps. ça prend du temps. Et généralement, on peut arriver en exercice à avoir un excédent en investissement parce qu'on n'a pas engagé. L'inverse peut aussi arriver. Et ça, c'est fortuit. Qui aurait imaginé il y a quelques années que le cours du fer aurait été multiplié par 4? Tu te souviens de cette période? Tu as prévu de faire un beau gymnase en fer. Manque de peau pour toi. Entre le moment où on a voté le budget et le moment où on réalise ce gymnase, eh bien le père a pris... Tu te rappelles de cette période? Je connais un exemple qui est encore pire que ça. Hein. Ouais. Alors Voilà. Jean-Philippe On va en Courtois parler. avait demandé la parole et ensuite Ariane Donc, Slade. c'est ça aussi la gestion du commune. Non, pour ma part, je pense qu'effectivement que le citoyen n'est pas forcément très attiré par la question du déficit ou de la ville qu'en excédent. Sa seule vraie interrogation, c'est quelle est la capacité de son maire, de son conseil municipal à être dans son quotidien. On l'a vu sur certaines villes, que ce soit en Guadeloupe ou même ailleurs, où il peut y avoir un déficit qui est important, mais où la qualité de vie qui est proposée aux citoyens est suffisante pour pouvoir justifier de ces investissements qui ne sont peut-être pas cohérents d'un point de vue budgétaire. Mais, et là, si on doit faire un lien assez proche avec l'histoire, donc sur les dernières élections municipales, les villes où on a pu mettre l'accent sur la problématique du déficit
l'ont été parce qu'il y avait aussi, du point de vue du citoyen, cette question de savoir qu'est-ce qui avait été fait réellement de cet argent, puisqu'ils ne le ressentaient pas dans leur quotidien. Et c'est là où en fait il y a une ambiguïté. On peut se retrouver donc avec un homme comme Proto qui a mis en place un certain nombre d'investissements qui aujourd'hui ont une répercussion dans le quotidien de la population, qui fait qu'on peut proposer donc un certain nombre de services. Et il y a d'autres villes où effectivement il y a une gestion quelque peu hasardeuse, cavalière, et pour lequel le citoyen constate que régulièrement il a une hausse des impôts, qu'il a une baisse de la qualité de service, qu'il a une baisse de sa qualité de vie, puisque là on s'attaque à son portefeuille et donc aussi à sa capacité à pouvoir, on dira, offrir que ce soit des biens ou des services au sein de son foyer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à s'interroger d'où vient le problème et qui est coupable. Est-ce que selon vous, déficit égale gaspillage? Non. Pas tout le temps. Non. Un déficit Très peut souvent. s'entendre Non. dans le cadre... Alors, pas souvent, non, très souvent. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un déficit peut s'entendre dans le cadre où il y a un projet structurel qui est mis en place et pour lequel, effectivement, en face, il faut avoir le courage d'expliquer qu'on va peut-être prendre 5, 6, 7, 10 ans, donc peut-être 2 mandatures pour pouvoir justifier de cette dépense-là, qui n'est pas forcément équilibrée tout de suite, mais où il y a un besoin réel de la population. On est d'accord, c'est pas Ça normal. ne se doit pas. Ça ne se doit pas, mais ça peut s'expliquer. Mais tu seras un jamais- gaspillage où on va prendre sur les deniers publics, même quand on est en excédent sur son budget, pour construire un bâtiment qui en réalité n'aura jamais aucune utilité. Je prendrai l'exemple à Capesterre. Ça fait 10 ans maintenant qu'on a construit juste derrière la mairie 9 paillotes qui n'ont jamais été utilisées, mais qui sont repeintes régulièrement, qui sont réaménagées régulièrement. Donc c'est encore de l'argent qu'on injecte, 1,5 million. Donc avec les différents travaux, donc on doit être pas loin de 2 millions d'euros, mais pour aucune utilité. Ça, c'est du gaspillage en direct. Parce qu'on ne peut pas justifier de l'utilisation dont on a fait des deniers publics. Alors justement, j'avais une question. Peut-on identifier ici, en termes de réalisation, ce qui peut représenter du gaspillage? Et ça, on va y arriver tout à l'heure. Alors, Harry Ancelade. Je fais une parenthèse. Hein. Il est vrai qu'il y a même un bouquin, je crois, les gaspillages de la République, Oui. où on montre tous les ouvrages Oui. extraordinaires Oui. qui ont été financés, qui ne servent à rien. Les D'ailleurs, 100 il y a un pont en Guyane qui, jusqu'à présent, gaspillages. devait Oui. permettre de la liaison avec C'est l'État, c'est l'État. Avec le Brésil. C'est l'État. L'État fait des gaspillages souvent aussi qui n'ont pas dira été beaucoup justifiés. Bon, il y a aussi des fois des gaspillages par des erreurs. Une fois en Martinique, on a fait 123 logements, il a fallu tout démolir parce qu'on était sous du sol gonflant. Oui, Et on n'a erreur pas fait attention. architecturale. Alors Là, pour c'était une vous, erreur. le Mémorial Act, est-ce du Ah, voilà. gaspillage? Je savais que vous alliez poser la question. Ah, très Le intéressant. Mémorial Act. Ah, très On va en intéressant. parler, hein. Ah, moi, Juste avant. je savais que cette question allait venir. Combien a-t-il Bon, coûté non, mais réellement? c'est... Alors, Enfin, là, c'est un peu de langue de bois. Hein, mais parce oui, que non, là, non, on- Ah non, c'est pas langue de non, bois, c'est pas ce langue que je de vais bois, dire. parce que Oui. Ça non, m'intéresse, la réponse d'Harry. je vais prendre le Mémorial Act. Ça passe parce qu'il faut savoir. Il faut Je- répondre, Harry, hein. Je vais répondre parce que j'ai été BET au Mémorial Act, nous avons gagné le concours, j'étais dans l'équipe. Mais oui, je sais. mais j'étais dans l'équipe qui a gagné le concours. Mais ce qui est marrant, c'est comment on en est arrivé à Mémorial Act, parce qu'on ne peut pas comme ça. Quand il y a eu ce fameux où on a inauguré Ignace et tout le Bataclan, on a fait Ignace, après on est allé Tout ça, c'est inaugurer- aussi du gaspillage? Non, c'est ce moment-là. Après avoir inauguré Ignace, on est allé inaugurer le Babin Bridge, le mur où les gars... Et ensuite, vers 19h, on avait inauguré à l'aéroport, l'idée, c'était de faire juste une représentation de l'esclave à l'aéroport, parce qu'on disait, notre histoire, c'est ça. Il faudrait que le touriste qui arrive sache qu'il est dans un pays où c'était ça, ça a été l'esclavage. C'est parti de là. Au fur et à mesure, alors évidemment, c'était le mouvement avec l'Ukrainette et tout ça à l'époque, cette décision avait été prise. Bon, d'ailleurs, il y avait eu il y avait une arrivée d'esclaves sous la place de la Victoire qui Oui, avait été oui, extraordinaire. j'avais Je vu, veux dire j'avais que vu. ça a été un boulot extraordinaire qui avait été fait à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, je me souviens, enfin, l'émotion d'une population qui a subitement réalisé ce que ça a été pour leurs ancêtres. Parce que les gens, on avait vraiment l'impression qu'ils n'étaient jamais imaginé ça.
Bon, mais enfin, tout ça pour dire, on est parti de ça. De l'aéroport Donc, pour c'est un petit arriver au projet mémorial. qui était très simple. C'était c'était une aux représentation aux abîmes à l'aéroport du Raisin, enfin de Raisin. Et au fur et à mesure, ça a évolué, ça a pris pour arriver à être au bord de l'eau, l'ouvrage qu'on connaît, etc. Mais je vous dis, quand on a lancé le concours, on était sur une base de... Au début, je crois qu'on était sur 20 millions d'euros, 25 millions d'euros. C'est raisonnable. Bon, c'était raisonnable, mais c'est toujours pareil. Alors là aussi, il faut savoir. Vous prenez le stade de Saint-Denis de football qui est parti, il a été multiplié par 5, hein, franchement. Les ouvrages exceptionnels comme ça sont toujours multipliés. Alors, je reviens à ma question. Est-ce du gaspillage? Voilà. Alors, mais justement, mais moi, je répondrai autrement, parce que moi, sous ce projet-là, moi-même, vous savez, quelqu'un m'a fait évoluer. Parce qu'à un moment, j'ai dit, ça commence à coûter cher. Je me suis dit, ça commence à coûter cher. Parce que, bon, on est bureau d'études, et surtout, c'est nous qui faisons les chiffres, hein, souvent. On aime bien laisser les calculs aux ingénieurs, et c'est nous qui en tout cas, en train de faire les calculs de coûts d'objectifs. Et ça devient de plus en plus coûteux. D'un côté, on veut faire un beau projet, ça évolue, et puis nous, derrière, on chiffre. Et on dit, bon, ça va coûter. Bon, et à un moment, je reconnais que, ayant été là dès le début de cette affaire, de façon politique, je dis pratiquement, à un moment, je me suis dit, ça va commencer à coûter cher. Est-ce que ça mérite ça? Eh bien, vous savez une chose, j'ai eu une réponse une fois par Serge Oumana, qui avait répondu à une attaque, et j'ai entendu la réponse de Serge. Et c'est vrai que il a dit une chose que j'oublierai pas, parce que c'est ça qui m'a définitivement convaincu. Il a dit c'est du gaspillage? Non, qu'à un moment, il faut savoir gaspiller. Ah. Il a dit une chose, quel est le souvenir? Qu'est-ce qu'on a apporté à nos ancêtres, nous? Il a dit, la communauté, les autres communautés, en prenant par exemple la communauté juive, jusqu'à présent, ils continuent à investir dans leurs parents qui ont été condamnés, qui ont subi ceci, cela, etc. Et il a dit une chose qui était vraie. Qu'est-ce que nous avons déjà offert à nos ancêtres qui ont souffert? L'esclavage. Est-ce que ça vaut pas le coup, une fois qu'on puisse faire un ouvrage, quelque chose qui représente ça? Je reconnais que j'ai mis longtemps à réfléchir sur cette phrase de Serge. Et c'est vrai que je me suis dit, sous ce plan-là, on parle d'un ouvrage. Alors après, je sais que Vita parle de ce qu'il y a dedans. Enfin, l'idée, mais ça sonne encore notre débat, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de monde autour. Mais je dirais qu'à ce moment-là, dans un pays, parce que donc c'est du gaspillage, mais il fallait le faire. Alors, je dirais, c'est du gaspillage. C'est ça. On ne peut pas dire ça. C'est pas du gaspillage. Question, On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ce mot-là quand il s'agit de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas être du gaspillage. Ça n'a pas de... Je veux dire, à la limite, ça pourrait être 10 fois plus ou 1000 fois plus, parce que c'est censé nous apporter quelque chose de fondamental. Mais oui. Et c'est ça le problème. Le problème, et Harry il sait que nous, on se bat contre le contenu. Voilà, que ce qu'il y a à l'intérieur, mais le fait de l'avoir fait, pour nous, c'est... Alors, c'est toujours... Mais les Noirs américains, et après, on poursuit, parce que Claude Guillot n'est pas du tout d'accord avec vous. Ah ben, j'ai pas encore développé ma thèse. Alors, mais moi, je vais répondre, hein. Non. J'ai pas développé ma thèse. Thierry Panol. J'ai échangé simplement avec et ensuite, Evita Cheveux. Pour coller au thème de l'émission, puisqu'il est question de savoir à quel moment il y a gaspillage ou pas dans le cadre d'action publique, à mon sens, il convient de pouvoir distinguer la dépense de la dépense qui est faite avec gaspillage. Donc, très simplement, parce que j'aime bien souvent être dans le concret, est-ce que quand on peut acheter peut-être 15 pains au pain, 15 €, parce qu'on a de l'argent, on peut se permettre de les payer 150 €. Donc si on peut acheter à 15 €, je ne vois pas pourquoi, parce que ce serait de l'argent public, de l'argent qui soi-disant ne sort pas directement dans notre poche, qu'on puisse se permettre de payer à beaucoup plus. Et ça me dérange. On revient au Memorial Act. Sur la philosophie, sur la volonté de réaliser cet ouvrage, oui, c'est du domaine culturel, ça doit donc éveiller les consciences, pourquoi pas, et bien d'autres choses.
Mais est-ce que parce que c'est du domaine culturel, on puisse laisser filer la dépense dans la mesure où cette dépense, elle va entraîner, peu importe la motivation qui est la nôtre ou l'objet, cette dépense va entraîner des frais qui vont devoir être supportés par une population. Donc, le Memorial Act, chaque année, ça coûte 15 millions d'euros à la population guadeloupéenne. Qui n'a pas d'eau. Et qui n'a pas d'eau. Etc. Donc, il faut qu'on se dise, mais quel modèle économique, quel modèle culturel? Oui, à la culture, mais la culture a aussi un prix. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne sort pas de notre poche, on va se dire... Ça ne sort pas de notre poche. Enfin, non, mais dans l'entendement de certains, comme c'est de la dépense communale, c'est la région qui paie, c'est le département qui paie, à pas nous qui a payé. C'est l'argent, non, ils disent que c'est l'argent de l'Europe, mais l'argent de l'Europe, mais que ce soit des fonds européens, peu importe l'origine, c'est de la collecte publique. C'est-à-dire que c'est tous ensemble que nous versons au pot, et ce pot-là permet un vivre ensemble. Mais ça a un coût. Je vois par-ci et là, sur des territoires, je peux même prendre le cas, puisqu'à l'occasion j'en parle avec certains pour échanger, je prends un cas perso où mes parents, quand ils ont eu à abriter toute la famille, on était 8, donc les parents ont fait une maison qui était assez imposante pour accueillir tout un chacun. Et puis au fil des ans, les enfants ont construit, ils sont partis à droite et à gauche, le nid demeure. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les parents voulaient que tout le monde soit ensemble et préservé et puisse se boire et manger. Des années après, cette maison qui en 1964 a coûté 160 000 francs, c'est-à-dire 22 000 euros, cette maison a généré des impôts, et des impôts qui à l'époque étaient payés à hauteur d'environ 300 euros, coûtent maintenant 5 000 euros. Donc avec quoi est-ce qu'on paie ces 5 000 euros? Avec des efforts qui sont faits par le travail, et c'est aussi valable de ce qui nous permet de partir de l'échelon familial ou individuel. C'est le même raisonnement pour un bâtiment public. Donc le Memorial Act, ou différents stades, on a parlé notamment tout à l'heure de Saint-Claude, 6 millions d'euros. C'est 6 millions d'euros pour 180 places. Ben, très facilement, quand on fait notamment le ratio comme dit Claude, 6 millions d'euros pour 180 places, ça fait 33 000 euros la place. Avec quoi est-ce qu'on va payer ça? Même si on pourrait se dire, mais c'est un ouvrage public et il y aura toujours donc la force de la collecte publique pour pouvoir payer ça, mais c'est un coût. Et des années après, on se retrouve, quand je fais le parallèle par rapport donc aux biens familiaux, on se retrouve à ne plus pouvoir payer une taxe foncière, et vous avez donc des familles qui doivent se débarrasser, même pas vendre, mais se débarrasser de biens personnels parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer la taxe foncière. Donc c'est où on en est. Donc il faut qu'on se dirige vers un autre logiciel, un logiciel où la commande publique ne doit pas dans le temps écraser une population. Evita Chevry. Oui, je voulais dire que le Memorial Act est un exemple très difficile. Pourquoi ? Parce que je considère que reconstruire une population, réconcilier une population avec sa part noire, que pendant très longtemps on a écrasé, on a humilié, on a effacé, on a oublié, c'était fondamental par rapport à l'estime de soi, la construction de soi, etc. Donc pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Là, on n'est plus en discussion de prix, même si ça ne veut pas dire qu'on va prendre obligatoirement tout ce qu'il y a de plus cher alors qu'on peut avoir la même chose pour moins cher. C'est pas ça du tout. Mais je veux dire, là, on n'est plus dans le cadre de l'économat. On est dans le cadre de, le politique qui veut reconstruire une population parce qu'il est conscient que pendant des siècles, on a forcé, on a imposé l'oubli. Et ça, c'était important parce que ça jaillit de plus en plus. Et on sait maintenant, scientifiquement, que l'esclavage a entraîné un préjudice phénoménal, puisque maintenant on sait qu'il a modifié l'ADN de tous ceux, et des parents, et de toutes l'ADN, voilà.
des Africains réduits en esclavage et surtout particulièrement les générations après. C'est ça qui est grave. C'est pas au moment où on souffre, c'est les générations après souffrent encore plus. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Si un politique me dit « je ne fais pas ça », pour des raisons uniquement économiques, même si je répète qu'on peut gérer ce genre de projet de la façon la plus rationnelle. Mais pourquoi je dis que c'est difficile? C'est parce que justement ils n'ont pas réussi ça. Donc et les gens le disent. Les gens disent pourquoi mettre tant d'argent, 90 millions, et concrètement nous sommes allés à l'exposition permanente et c'est un échec. Et c'est là que c'est douloureux. Alors, vous parlez d'image, et tout à l'heure je passerai la parole à Claude Guillot, vous parlez d'image, mais lorsqu'on passe près du Memorial Act et qu'on regarde, on voit le Memorial Act et les deux bus de mer. Et les deux bus de mer. Vous savez, les bus de mer, les bateaux qui sont juste à côté du Memorial Act et qui restent là. Donc, on se dit, est-ce que là aussi, il fallait deux bus des mers pour désengorger les routes qui sont toujours engorgées et les bus des mers qui sont près du Memorial Act. Alors, est-ce symbolique? Est-ce que, bon, là aussi, on se dit que mais c'est du gaspillage? Non, nous sommes là ce soir vraiment parce que cette population s'interroge et souvent c'est revenu. Mais que fait-on de ces bus des mers qui sont là et qui sont là? Je ne savais même pas. Par contre, c'est du côté de la mer. Il faut vraiment répondre, mettre le pied. Mais moi, il y a quelque chose que Claude dit, et j'entends ça souvent. Quand on dit Memorial Act contre l'eau, je ne comprends pas. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est un vrai problème, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait le mémorial, qu'on ne peut pas aussi gérer la question de l'eau. Je ne comprends pas ça. Quand dans un pays, on considère que la question d'ordre psychologique, la question soit une question mineure, alors que nous avons, qu'on le veuille ou non, une délinquance de plus en plus importante. Donc, je veux dire, ne disons pas ça. On doit avoir la capacité de gérer l'eau et en même temps de gérer autre chose. Mais vous faites comme si vous ne savez pas, Monsieur Guillot, que ces questions autour de l'esclavage, partout dans le monde, ça se fait. Aux États-Unis, ils viennent d'en faire encore un qui est magnifique. Donc, je ne vois pas pourquoi nous serions... Équilibré financièrement. Comment? Surtout équilibré financièrement. Mais... C'est-à-dire que quand on a fait contraire? Ça rapporte de l'argent, il y a des bénéfices. Eh bien oui, mais c'est parce que Ici, nous sommes en perte. Perte de combien? Et pourquoi? Et pourquoi? Quelles sont les pertes par an? Énorme. Combien? Mais pourquoi? Eh bien, moi, Mais pourquoi? Je vais vous relever... Alors, Claude Guillot. Attendez, je vais vous relever... N'oublions pas le thème. Je vais vous relever une escroquerie intellectuelle, un sophisme. On a crié au billet torbi, voilà, c'est pas notre argent, c'est l'argent de l'Europe, c'est 100 millions d'euros, c'est 80 quelques millions d'euros, après j'ai entendu 100, après ils ont commencé par dire, il y a eu 120, enfin, on s'arrête à 100 pour le Memorial Act. Alors moi, ce qui m'embête dans le Memorial Act, c'est même pas le coût. Oui, c'est de l'argent jeté, on n'avait pas besoin de trucs pharaoniques comme ça, avec des logos maçonniques qui rentrent dedans. Moi, j'ai mon opinion dessus, mais ce qui m'inquiète maintenant, c'est qu'on a réalisé ça, et ce qui se passe, c'est qu'on a menti aux gens. On a dit que ça coûterait 3 millions. T'es témoin, tu l'as entendu en cela, 3 millions d'euros en fonctionnement par an. Mais ils avaient dit non. Mais déjà dès le départ c'était une escroquerie parce que quand vous avez investi 100 millions, il y a au moins les amortissements sur 30 ans. Le bureau d'études là il va me démentir. 30 ans ça te fait déjà 3 millions d'euros de charges. Donc quand on annonce à la population ça nous coûtera 3 millions, on est déjà dans une escroquerie intellectuelle et personne ne l'a relevé.
On n'aurait jamais dit qu'ici, nous sommes dans un pays de demeurés, on sort ça aux gens comme ça, on débite ça, et je suis assis comme ça, je suis couché dans mon hamac, et j'entends ça à la radio, il n'y a personne pour démentir les gens, et je me dis, c'est pas possible. Ça Mais il y a vous, ça Claude coûte, Guillaume. ça coûte 100 millions, l'amortissement, c'est bien 30 ans, un bâtiment. 30 ans d'amortissement, bon Dieu. Oui, le ça- bâtiment n'a pas coûté 100 millions, ça a coûté moins, mais... Ah, bon, bon. Ils ont 82 millions. Mais- Mais on n'est pas loin des 3 millions d'amortissements par an. Alors comment pouvez-vous me dire que ça va avoir 3 millions de charges? Vous n'avez même pas encore mis le personnel. Et cette affaire-là, je vous dis, ne rapportera pas 6 millions d'euros par an en recettes. Ça ne touchera pas 6 millions. Donc, moralité, le Guadeloupéen va se retrouver avec un déficit phénoménal. Et quand vous allez diviser le coût, moi c'est même pas le coût d'investissement, hein. Ça monte sur 30 ans. Alors. Mais ce qui m'inquiète, c'est que viendra s'ajouter à ça le déficit structurel, hein, qui va se perpétuer comme ça. Donc on va avoir 10-12 Non, mais- millions de déficit chaque année. Autant d'argent qu'on ne pourra pas justement utiliser, Evita, pour donner de l'eau à boire aux Guadeloupéens. Moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça que toi, tu vois l'avenir, moi, je ne vois pas l'avenir comme ça. La première fois... Attends, non, je dis, il C'est faut... inadmissible. Non, non. Et quand tu parles des États-Unis, on en a fait des dizaines équilibrés financièrement. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire sur ce plateau. Là où Voilà. alors, là, je ne suis pas d'accord. Et J'aurais- ils auraient Je dis, et je te dis, ils auraient fait un musée de la piraterie quand ça marcherait. je suis désolée. Si ça ne marche pas, il y a des raisons, mais je suis désolée, la question de l'eau est fondamentale et on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas gérer la question de l'eau parce qu'on a fait un Memorial Act. Ce n'est pas honnête de dire ça. Ce n'est pas Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de mentir Alors, à la population. Joël, mais- Alors, la réalité des chiffres. Non, il ne faut pas Joël, déformer mes Joël, propos. ce n'est pas Claude honnête. Guillaume, non, il ne faut pas mais- déformer mes C'est propos. cette affaire-là est une escroquerie intellectuelle. Est une Alors, escroquerie maintenant, pertinente. Henri Ancelade. Non, je voudrais quand même, parce que, bon, on parle de dépenses et d'investissements. Je voudrais quand même rappeler une chose. Première chose, l'économie, à une époque, c'était j'ai de l'argent, j'achète. Bon, eh bien, les choses se faisaient en traînant. On a développé un monde capitaliste où on s'endette et on fait. Nous commençons à avoir notre maison à 25 ans, 30 ans parce que nous nous endettons sur 20 ans. Et nous finissons de payer notre maison à 50 ans. Et si je reprends ce qu'il vient de dire, quand nous avons 65 ans, nous sommes obligés de vendre la maison parce qu'elle est trop grande pour nous. On n'a plus d'enfants et on est censé reprendre un studio quand on a 65 ans, 70 ans, parce que les enfants sont partis. Et c'est ça qui se fait de plus en plus. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait pouvoir gérer, c'est des villages pour les gens de 65 ans, 70 ans, qu'ils puissent vivre tranquillement, mais dans un cadre qui soit plus petit et qu'ils aient une vie agréable. Bon, alors tout ça, c'est des organisations. Moi, là où j'ai un problème, c'est que, faut pas oublier, le problème, c'est pas... Alors, on a eu parlé de Mittel. Le problème, c'est, je m'endette, pourquoi? Que ça soit... Il a pris l'exemple de la famille, mais évidemment, la commune ou le pays, etc., tout se gère toujours d'une façon raisonnable. Mais, alors, on parle souvent d'endettement. On va faire une comparaison simple. Le Japon est le pays le plus endetté, mais le Japon ne doit rien à personne. Le Japon doit tout à son peuple japonais. C'est le peuple japonais qui a financé le développement du Japon et qui finance les dettes japonaises. Conclusion, le Japon ne doit rien à personne. Nous avons parlé des États-Unis, mais les États-Unis vivent à crédit complètement. La dette américaine Pas est plus que la colossale. France, pas plus que Les la France. Japonais, les En valeur Chinois absolue, Les plus que la Chinois France, mais par ont la aidé Chine. Chinois tiennent les Américains, les Mais marchés oui, de- les Chinois ont aidé les Américains. Mais tout le monde tient l'Amérique. L'Amérique vit d'endettement. Donc, alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que l'exemple du mémorial me gêne Mais oui. énormément. Pourquoi? Parce que, effectivement, tout individu suivant la pensée, etc. Moi, je ne sais pas, hein, mais je me souviens avoir fait ça. Le jour de la mort d'un de mes parents, on m'a demandé le cercueil, etc. J'ai dit, la personne doit être enterrée son cercueil, donne-lui un beau cercueil. C'est sûr que je vais lui offrir un beau cercueil. Parce que c'est mes parents, parce que moi je me souviens, ils ont galéré. J'ai dit, je paye un beau cercueil, je ne vais pas faire un calcul économique. Le cercueil, on le met dans un trou. Et après, on ne le voit plus. Sauf que j'ai dit, je paye un beau cercueil. Parce que je me souviens de cet nombre de choses. Enfin bon. Mais ça, justement, et c'est là où je n'aime pas qu'on parle
Parce que je dis, on a été gestionnaire de cette affaire, on était bureau d'études dès le départ. Mais moi, plus que ça, j'étais dès le début, quand on a parlé de ça, avec l'Ukraine et tout ça, on parlait de faire une statue. Un truc qui n'allait pas coûter grand-chose. Ça a fini là. Au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, c'est vrai que ça interpellait. Mais je dis, c'est important de savoir, parce que ça aussi, c'est un des éléments clés. Moi, j'étais à l'Antigue, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ça fait longtemps qu'à l'Antigue, j'ai trouvé des choses de souvenirs de leur vie, de leur histoire. Et nous, on n'avait rien. Très simple, hein? Oui, mais simple, mais parce que eux, ils n'avaient pas les mêmes. Alors, maintenant, nous allons tomber dans autre chose. Nous, département français d'Amérique, tout notre problème de notre gestion, c'est que nous ne gérons jamais rien, parce que les éléments fondamentaux ne sont pas déterminés par nous. Alors, messieurs, il faut bien comprendre une chose. Nous voulons parler d'une gestion rationnelle, mais la vraie gestion rationnelle, et déjà que je puisse faire mon budget, moi, mais en ayant tous les éléments de mon budget. On a des situations, parce que si on parle de gaspillage, mais je peux parler aussi, on a parlé de poteau, j'ai parlé tout à l'heure de José Moustache, si on était un pays qui fonctionnait de façon rationnelle, eh bien ça fait, depuis 1993, il y aurait une marina à Anse-Bertrand qui n'aurait rien coûté à personne et qui maintenant aurait rééquilibré énormément le territoire guadeloupéen. Et ça a été freiné, décision politique incompréhensible. On ne voulait pas qu'une entreprise de Porto Rico vienne travailler ici. Point. Alors que l'affaire était financée par une banque canadienne, construite par une banque Redondo à Porto Rico, et la seule façon qu'il se payait, ça coûtait 110 millions à l'époque, ça devait être payé uniquement par le fait que la mairie maîtrisait le terrain autour. Ces terrains allaient prendre de la valeur du fait d'une marina, et en vendant ces terrains, réviabilisés autour d'une marina à des promoteurs pour faire des hôtels, l'argent du terrain payait la banque canadienne. Cette affaire, évidemment, échappait complètement au système classique. Il avait été très bien monté, très bien ficelé, et n'allait rien coûter. Eh bien, il n'a pas été fait. Et on est à 2 pas de le démarrer. Donc, oui. Donc, quand on dit gaspillage, non, ça, pour moi, c'est un gaspillage parce qu'on n'a pas fait. Oui. Et voilà. OK? Voilà. D'accord. Alors, et je m'adresserai à Jean-Philippe Courtois. Alors, on a bien compris qu'il y a du gaspillage au niveau des collectivités locales. Alors, où se situe exactement ce gaspillage? Je crois que le gaspillage, comme je le disais tout à l'heure, il se situe dans l'objectif du projet. Est-ce qu'en réalité, on a besoin d'infrastructures démesurées quand on sait qu'à long terme, on n'arrivera jamais à rééquilibrer les finances vis-à-vis de cela? Effectivement, on peut, dans le cadre d'une bonne gestion, revoir ses ambitions peut-être à la baisse, avoir une structure qui soit adaptée aussi à la réalité du territoire. Si on doit venir sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau, à imaginer qu'on doive refaire un stade et qu'on doive, dans le temps, retrouver cet investissement pour pouvoir rééquilibrer ce qui aurait été dépensé par la collectivité. On ne va pas partir sur un stade à 5-10 000 places, puisque nous savons que le samedi, on a 300, 400, 500 personnes qui vont au match. Donc, il faut aussi que l'investissement soit pensé avec les besoins du territoire. Parce que quand on va... Je ne suis pas contre, vous m'excuserez de revenir sur le propos, mais moi, ça m'a beaucoup dérangé. Quand on va mettre un Memorial Act, et qu'en réalité, on met dans le plan de financement qu'il va nous falloir, je crois, pas loin de 1000 ou 2000 visiteurs à l'année pour pouvoir ne serait-ce qu'équilibrer. On ne les a pas, ces 1000 visiteurs. 10 000. Ben voilà, les 10 000 pour avoir le bon chiffre. On ne les a pas, les 10 000. Parce que autant, si on doit rester sur la base locale, donc nous qui sommes là, je crois qu'une fois qu'on a visité le Memorial Act, une fois, peut-être 2 fois si on y ramène un parent, un ami, on n'y retourne plus. Le touriste qui vient, il n'a pas forcément ce réflexe-là non plus que de se rendre vers ce qui est aujourd'hui ce musée. Donc, c'est ça. Il faut que nous puissions penser là ce devoir de mémoire, il aurait pu être fait à une échelle qui puisse être supportée par le tissu local. Voilà, on aurait eu cette action vers notre histoire sans pour autant plomber sur le long terme et encore plus hypothéquer l'avenir de certaines générations qui vont devoir supporter cette dette. Mais Jean-Philippe, tu sais que le Mémorial là, c'est une autre structure maintenant. Ça, ils ont changé de... Oui, parce qu'il aura fallu que la collectivité régionale soit riche à change le truc. Mais ça n'avait pas été pensé malheureusement non plus sur le volet zéro. L'idée elle-même, il fallait le faire. Il fallait faire quelque chose. Alors je reviens. Je n'ai pas dit le contraire. Selon vous,
je reviens à ma question. Selon vous, où se situe exactement le gaspillage? Vous voulez que je lui réponde? Chez le politique, Exemple. c'est celui qui décide. C'est-à-dire que quand il oublie l'intérêt général, quand il oublie qu'il doit se situer dans le quotidien du citoyen, parce que c'est ça, quand on arrive à des projets de démesure, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas pris en compte qui allait utiliser, quel impact cela allait avoir. Quand on va construire un bâtiment qui en réalité ne va jamais répondre ni aux besoins du citoyen, ni aux besoins d'une association, ni aux besoins économiques. En réalité, on l'aura fait juste pour rajouter à la veille d'une élection une construction pour dire qu'on est un bâtisseur, mais en réalité, la finalité aura été des euros dépensés sans aucun objet. Alors, moi, sur le déficit, sur le gaspillage, où commence le gaspillage et où s'arrête le gaspillage? Le gaspillage, c'est quand on n'a pas calibré l'investissement qu'on va faire en fonction des besoins futurs. Le gaspillage, c'est quand vous êtes responsable d'une collectivité, que vous avez décidé d'embaucher à tour de bras alors que le besoin n'existe pas. Parce qu'un maire, c'est quoi? Il doit gérer l'argent du contribuable. On lui donne mandat pour gérer l'argent des habitants de la commune pour pouvoir doter la commune de structures nécessaires à la population. Et quand vous arrivez là, que vous commencez par donner à chaque imbécile qui dirige un service une voiture de fonction, quand vous arrivez là, vous donnez un directeur général une voiture de fonction avec 200 chevaux, comme si on a besoin de 200 chevaux pour pouvoir s'épanouir de son travail, vous êtes dans le gaspillage d'argent public. Oui, madame, voilà, ça c'est du gaspillage. Et en Guadeloupe, c'est légion. Le gaspillage. Le gaspillage à ce niveau-là? Mais écoutez, si on arrêtait le gaspillage en Guadeloupe, dans toutes les collectivités, qu'on faisait une sommation de tout cela, il y aurait de quoi financer le réseau d'eau sans emprunt, sans rien. Voilà. Bien, Il n'y aurait plus de problème d'eau en Guadeloupe. On arrête le gaspillage. C'est-à-dire que tous ces... Alors vous avez un directeur qui a une voiture de fonction, un sous-directeur, un sous-sous-directeur, un chef de service, tout ça déguisé en voiture de fonction. Mais attention, c'est pas, il faut regarder l'amortissement du véhicule, l'assurance, les frais de pneus, l'essence et j'en passe. Vous comprenez? Ça fait combien par mois ça? Dites-nous. 20 mots, 600-700 euros. 600-700 euros, vous multipliez ça par à peu près 1400 voitures de fonction là en Guadeloupe, on est bon. Bon, si vous ne comprenez pas qu'il faille arrêter avec ça en Guadeloupe, eh bien, il y a des organisations syndicales, à ce que j'ai vu, qui s'organisent là. Ça part à tout va là. Ça va être pénalisé là maintenant. Parce que vous savez que même en mairie, le maire n'a pas le droit à une voiture de fonction. Il n'a pas le droit. Bien. Je reviens. Je vous le dis, d'ailleurs, allez demander à Molinier. Il a été condamné pénalement. Vous dites ça aux Guadeloupéens ou à moi? Aux Guadeloupéens. D'accord. Non, mais il faut qu'on le sache ça. Pareil, il faut arrêter aussi l'opacité. L'opacité, c'est la porte ouverte aux abus. Si le législateur a prévu que n'importe quel administré puisse demander des comptes à l'élu, c'est parce que l'élu gère des deniers publics. La loi de janvier 2000 est là pour dire à ces gens-là, eh bien, il faut de la transparence. Merci. Ça ne peut pas être la même entreprise qui a toujours le même marché public, qui se répète comme ça, et qu'à travers les rapports de la Chambre, on se rend compte que les coûts de réalisation sont 38% au-dessus des coûts du marché. Voilà le gaspillage, voilà vers ce qu'il faut vraiment pas faire. Parce que ça fausse. Vous êtes un passionné. Merci Claude Pio. C'est très grave. Nous marquons une courte pause et puis nous revenons avec vous et aussi avec les appels de téléspectateurs. À tout de suite. Voilà, donc je reviens avec vous et aussi avec les appels de téléspectateurs. Alors, c'est vrai que vous vouliez, Harry Ancelade, Thierry Panol et Vita Chevry, rajouter des éléments. Et je serais tentée de vous dire, pour
vraiment recentrer les choses. Lorsqu'on parle de gaspillage, qu'est-ce qu'on entend réellement par là? Puisqu'on a parlé de dépenses, on a parlé de déficit, on a parlé de tout cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par gaspillage, puisqu'on a illustré avec des réalisations. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est le gaspillage, Ariane Slade? Alors déjà, je considère que quand on doit gérer un collectif, oui. La première chose, c'est de hiérarchiser les besoins. Et on doit répondre à ces besoins-là en priorité. Le gaspillage, pour moi, c'est quand on part dans des choses inutiles et en négligeant les choses qui sont principales. Essentielles. Bon. Et c'est pour ça que je vis très très mal qu'un pays comme la Guadeloupe, au stade où on est tout ce qu'on a comme équipement secondaire, etc., qu'on ait des problèmes d'eau. Donc est-ce qu'on peut dire que les élus ne vont pas à l'essentiel? Pardon? Est-ce que pour vous, les élus ne vont pas à l'essentiel? Alors, non. Ah non, mais je pense que pendant toute une génération, on a fait énormément d'erreurs. Il y a un manque considérable, on a raté beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est dommage, parce que ce n'est pas des manques d'argent, c'est une mauvaise utilisation des fonds. Parce que quand on regarde, on a eu beaucoup de loupés ici. On a le transport. On devrait pas être à ce stade. On a renvoyé. Il y avait une législation qui imposait. Mais pour moi, c'était une affaire collective qui devait se négocier, se discuter, mais qui devait se régler. Ça ne s'est pas réglé. Ça a coûté très cher, cette affaire-là. Et pour finalement, on a fini par résoudre. Ce qu'on a fait à la fin, on aurait pu le faire dès le début. Et l'organiser autrement. Bon. Mais il y a ça. On a l'eau. C'est invraisemblable qu'un pays qui a de l'eau, qui produit de l'eau, les gens entre chez eux n'ont pas d'eau. Pour moi, là, ces choses-là me gênent considérablement parce que ça me renvoie à nous. Et je me dis, on a tous échoué, ça. C'est pas possible comment on a fait pour échouer une chose pareille. On a l'eau, on n'a pas su investir, alors qu'on avait les moyens de le faire. On n'a pas manqué d'argent. Et c'est là, par contre, que des gens peuvent dire, donc on a gaspillé de l'argent. Parce qu'on voit qu'on a fait des choses qui ne servent pas à grand-chose et on n'a pas donné la base élémentaire qui est l'eau. On ne peut pas imaginer que quelqu'un aujourd'hui, chez lui, n'a pas d'eau. Alors, vous imaginez que des gens ont construit de belles villas, ils arrivent chez eux, ils n'ont pas d'eau. Il y a une contradiction. Moi, je sais que j'ai vécu, quand j'étais gamin, on allait prendre de l'eau à la fontaine. Mais on était dans une case en bois, enfin, dans la case. Mais tu ne peux pas comprendre que des gens cherchaient de l'eau en étant dans des villas de 300, 400 000 euros. On a raté quelque chose. Mais, on va plus loin, parce que tout ça est un peu... Vous savez, je pense qu'en gestion, et là, il faut... Comment on est organisé et comment on se gère? Nous parlons du maire en Guadeloupe. Nous parlons... Regardez bien comment ça fonctionne. Moi, je compare avec un maire qui est sur le territoire hexagonal, un maire qui est en Guadeloupe. Est-ce que le problème se pose de la même manière? Et tout le débat est là. Qui définit la stratégie de ce pays-là? Comment on définit les premiers besoins de ce pays-là? Comment on définit la stratégie de ce pays-là? Parce que finalement, un maire, il doit entrer dans une politique générale. On ne parle pas que des maires. Hein? Mais oui, mais il doit entrer dans une politique générale. En définitive, aujourd'hui, moi, quand je regarde fonctionner la Guadeloupe, moi, le sentiment que j'ai, on redistribue un peu. Pour moi, la Guadeloupe, c'est ça. On fait un peu de redistribution, bien ou pas bien, etc. Mais on fait un peu de redistribution, alors qu'on devrait définir une stratégie de développement dans ce pays, qui est une stratégie globale, et ensuite, chacun met en musique à son niveau. C'est pas vrai. Nous partons du côté du téléphone et je poursuivrai avec vous. Une commune bien gérée, correctement gérée, n'a même pas besoin de l'État. Les dotations, ça tombe automatiquement. On n'a pas besoin de dire au maire là où il doit investir. S'ils avaient géré correctement, ils vous disent aujourd'hui, on a fait du social. Mais quel social ont fait les maires en Guadeloupe? Moi, je connais tous les comptes de collectivités locales. Il y en a, la majorité paye une taxe justement parce qu'ils n'ont pas fait de social, ils n'ont pas embauché assez d'handicapés. Donc, ils ont fait de la politique avec de l'argent public en embauchant parents, familles, amis, amis et tout ce que vous voulez. Et ça aboutit à ce que nous ayons des charges de personnel phénoménales, hors normes,
Or, quand vous sortez des clous, ça se paye cash parce que vous ne pouvez pas investir, tu l'as bien dit, c'est que... Merci Claude Guillaume, nous partons du côté Alors, du le téléphone. gaspillage, pour revenir, Nous le partons du côté gaspillage, du téléphone. oui, ça commence où? C'est dans le fonctionnement, mais aussi dans le mauvais choix d'investissement. Il n'y a pas que dans le fonctionnement qu'on gaspille. Hein. Un Merci. investissement mal calibré, c'est de l'argent gaspillé. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. J'ai une question et j'ai fait là-dessus. Effectivement, on a un petit problème avec le minéral qui coûte cher, on aurait tout faire pour moitié cher. Mais je dis que la chose la plus significative, qui coûte le plus cher en Guadeloupe, c'est le vélodrome qui a été construit pour permettre à nous de payer le tour tous les années. Et je me demande si on ne fait pas toujours ce vélodrome là. Et moi, à ça, monsieur Ansel, s'il vous plaît. Merci. Ouais, sur le vélodrome, Ariane Slack. Alors, je veux dire une chose, hein, le vélodrome, j'ai entendu une fois, pour auto-justifier, je crois que c'est lui qui avait dit ça, mais on a justifié le vélodrome en disant que ça faisait plus de 30 ans quand les cyclistes se demandaient, on en parlait. Donc, Félix Poto, qui est arrivé, il a considéré que c'est une demande forte et il s'est investi dans le vélodrome. Alors, ça a été ça, l'élément. Alors après, effectivement, quand on regarde le résultat, et déjà même au niveau, à la conception, il y a eu quelques éléments qui ont gêné, parce qu'il y avait des problèmes de taille, de ceci, pour le rendre à ce moment-là opérationnel, et qu'il soit dans les normes nationales, au moins, et même internationales, théoriquement. Donc il y a eu des problèmes là-dessus. C'est vrai que ça n'a jamais été utilisé réellement, on a essayé de faire du spectacle de ceci, de cela. Mais lui, la raison, c'est celle-là. Il y avait une vraie demande, et pendant 30 ans, on l'a fait. Et ensuite, il n'y a plus de demande. Ensuite. Mais oui, mais c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier que souvent, les erreurs viennent aussi, le gaspillage vient aussi de là. Parce que des fois, il y a des demandes qui ne sont pas... Mais on me parle de beaucoup de projets. Il y a des gens qui me parlent de projets, mais je dis, mais c'est de la folie furieuse. Mais on a envie de faire tout ce qu'on voit ailleurs. Hein. Et des fois, celui qui a 20 000 habitants, il a envie de faire ce qu'il a dans une ville de 3 millions. Et tout ça crée aussi. Alors, il suffit de tomber dans ce piège. Et ça, je me souviens, il y a 2-3 ans, on avait présenté un maire en France qui avait fait des investissements colossaux, mais sa commune explosait de dettes. Et je ne l'ai pas retenu, mais je me suis dit, c'est marrant. Mais parce qu'il avait une vision, il est parti complètement vrille là-dessus. Donc, le problème, c'est un jeu d'équilibre. Je suis d'accord, il ne faut pas gaspiller. Alors, bon, on a parlé de Mittel, hein, mais c'est un élément important. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais savoir. Quand on parle de il a laissé, parce que Mittel n'a pas laissé dormir de l'argent comme ça. Non. Mais c'est que, par contre, la chose, c'est qu'il enclenchait la signature de marché quand il était sous le pays des entreprises. Et c'était ça sa hantise. Je ne dois pas faire travailler une entreprise si dans les 30 jours je ne le paye pas. Beaucoup de gens s'en occupent pas et traînent des dettes pendant 2 ans pour faire des entreprises. Et ensuite Evita Chevry et Jean-Philippe. Alors, toujours pour coller au thème, puisqu'il est question de gaspillage, je voudrais faire état d'une situation qui se présente très souvent dans le monde de l'assurance, et j'en parle sous contrôle d'Harry. Imaginons que quelqu'un qui vienne assurer sa maison de manière à ce que demain, en cas d'incendie ou en cas de cyclone, qu'il puisse être remboursé. Et voilà qu'au moment de la construction, cette personne qui avait les moyens ait pu payer cette maison 1 million d'euros parce qu'elle avait les moyens. Le jour où cette bâtisse vient être endommagée, l'expert d'assurance qui vient, très simplement, il applique les cris du marché. N'est-ce pas, oui? Donc, cette personne qui, à un moment donné, a voulu, que ce soit à l'échelle communale ou à titre privé ou en matière industrielle ou commerciale, que cette personne ait voulu payer un prix faramineux, parce qu'elle avait les moyens, le jour où il y a le sinistre, cette personne, elle a un rappel à l'ordre qui est flagrant. On lui dira, mais oui, tu as voulu payer tant, c'est ton loisir, tu avais cette libéralité, mais réellement, techniquement, ça coûte tant. Donc quand on arrive à l'échelle d'une collectivité, par exemple une commune, où il y a un maire qui, pour des raisons X, va-t-on dire, accepte de payer
un prix démesuré, la pénalité va toujours se manifester dans la sanction le jour où il y aura par exemple le sinistre. Donc, très précisément, je voudrais qu'on puisse se situer non pas sur l'opportunité de telle ou telle organisation, mais de vraiment, comme le disait Claude tout à l'heure, calibrer la chose. La dépense n'est pas gênante. La dépense, oui, quand elle doit répondre à un besoin, et que ce besoin soit satisfait, soit abordé avec le juste prix. Et ce juste prix-là, il ne doit pas partir dans une démesure qui est intéressée, qui est attachée à la personne donnée lieu autre. Il faut qu'on ait une dépense au juste prix, premièrement. Et deuxièmement, il est aussi question d'aborder les choses autrement. En matière de gestion, les déficits sont autorisés. Ils sont limités, légalisés. 5%. Et ce n'est pas parce qu'on a un déficit qu'on est en train de gaspiller. Ce n'est pas parce qu'on a un excédent qu'on n'a pas notamment dépensé. Mais en tout cas, la mesure conduit à l'équilibre des choses et que très précisément, la population n'est pas d'aucun moment donné à pouvoir payer les pots cassés parce qu'au final, c'est toujours elle qui passe au bout. Alors, je reviens à mon thème. On a vu qu'il y a des réalisations qui peuvent illustrer ce gaspillage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation, je vais dire, dans laquelle nous nous trouvons financièrement, l'État dit, écoutez, soyez plus responsables et faites bien les choses. Je ne pourrai pas vous aider comme je l'ai fait auparavant. En tout cas, je n'ai pas les moyens. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est la fin du gaspillage? Ça va Qui être peut répondre? Ah, moi, je peux répondre. Ça va être la fin du gaspillage. Pourquoi? Ça va être ou c'est? C'est déjà la fin du gaspillage. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez un pays où des gens manifestent pendant plus d'un an, je veux parler des Gilets jaunes, et que derrière, on se rend compte que la demande, elle est subliminale. C'est pas précis, c'est le trop de fonctionnaires, c'est le trop d'impôts. Ça s'appelle un ras-le-bol fiscal. Et pourquoi? Parce que les prélèvements obligatoires en France sont devenus insupportables. Insupportables. Maintenant, les impôts ne servent plus à financer, c'est devenu du confiscatoire. Donc, ça, il y a l'adage très simple, trop d'impôts tue l'impôt. Eh bien, là, on est au bord de la révolte sociale. La France est le premier des pays d'Europe ravi au Danemark en 1996, il me semble. Nous sommes les meilleurs en matière de prélèvement obligatoire, les plus forts. Et quand on entend des élus parler d'augmenter la dépense publique, je dis, mais ils n'ont rien compris et ils sont fous. Là, on est dans... Donc, vous êtes en train de nous dire que nos élus sont fous? Fous alliés. Irresponsables, parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un ras-le-bol fiscal, les gens en ont marre de payer. Vous portez la responsabilité. Les gens, attendez, c'est une palissade ce que je dis. Vous en avez un à côté de vous. Mais il est placé pour le savoir, il le sait pertinemment. Parce qu'il est au contact de la population. Donc il sait qu'il est fou. Il sait que nous avons affaire. Lui, il arrive. C'est que depuis des années, on a reporté en France les réformes qu'il fallait faire. Depuis une quarantaine d'années, on a reporté. Et si on parlait un peu de la Guadeloupe, Claude? Non, mais quand la France a la grippe, c'est malheureux à dire, la Guadeloupe a la tuberculose. Donc là, pour l'instant, vous êtes sous le joug de la France, et quand elle est malade, eh bien, nous, on est pire encore. Alors ça m'expliquer autrement, et c'est pour ça que je vous dis que la dépense publique, le gaspillage d'argent public, ça a commencé d'ailleurs, vous avez vu les rapports de la Chambre. Avant, vous voyez un rapport de la Chambre, c'était très édulcoré, la Chambre régionale des comptes. On ne voulait pas dire, on ne disait pas. Maintenant, ils y vont crûment, les mecs. Ils disent, voilà, tel truc. Et puis ça va. Et puis maintenant, ça a changé. Avant, les rapports de la Chambre, ça restait là. Maintenant, le président de la Chambre, il va porter ça sous le bureau du procureur de la République, et vite,
ta place, tu es privilégié pour savoir ça. Donc oui, il y a maintenant, c'est en train de se refermer, tout se referme, et les gens doivent savoir que bon ben la belle période où on dépensait sans compter, c'est fini. Ouais. Et que l'argent que nous sommes en train de dépenser pour le Covid, demain il faudra payer. Il faudra payer parce que la France ne peut plus battre monnaie pour faire un peu d'inflation. Qui va payer? Le contribuable, toujours. C'est l'administré à aller demander aux Grecs qui a payé. Ce sont les Grecs qui ont payé. Vous savez comment ça s'est passé en Grèce? 30% de retraite en moins, 40% sous la retraite en moins, 30% de moins sous le salaire des fonctionnaires. Et voilà, c'est tout. On a vendu des ports aux Chinois. La Grèce était seule. Là, maintenant, l'histoire de Covid, c'est une affaire européenne. C'est mondial, oui. Oui. Non, mais attends. Financièrement, c'est le budget extérieur, c'est un peu différent. Attends. Quand tu as. Parce que moi, le Covid tue. Mais aujourd'hui, moi, je pense au Covid social et économique qui va succéder ou qui va concomitamment à ce truc, il va y avoir de la casse. Ouais. On a eu les subprimes. Vous savez pourquoi? Parce que ça mobilise beaucoup d'argent, c'est le BTP. Ça mobilise beaucoup. Mais quand vous voyez une compagnie aérienne, vous savez, c'est des coûts similaires au BTP. Un avion, le budget d'un avion, pour vous donner une petite idée, un gros porteur là, c'est le budget du conseil départemental. Oui. Donc quand vous avez 50% du parc d'avions de gros porteurs à terre là, ça va, il y a des gens qui ont financé. Ah non, mais il y a ça va faire des. On est dans la cata. Merci. Nous repartons du côté du téléphone et je poursuis mon petit tour de plateau avec le téléspectateur n'a pas attendu. Nous récupérons tout à l'heure. Donc je poursuis mon petit tour de plateau. Harry Ancelade, est-ce la fin du gaspillage au niveau des collectivités locales? Alors. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contrôle, de rigueur, etc. Mais il est vrai, parce que ce qui est vrai, c'est que quand on est parti en vrille, on a pour compenser, on augmente les impôts locaux, les impôts ceci, les impôts cela. Ça paraît une solution de facilité. Et on a tout déstabilisé. Et c'est vrai que, je vais prendre un exemple parce que c'est la chose qui me choque le plus. Je fais de la promotion immobilière et j'étais surpris de constater ça. Présenter un dossier immobilier. Bon, on a un cas où on a présenté un dossier 31 logements. On présente un permis. Quand on nous donne le permis, on dit après, on reçoit la facture de la taxe d'équipement à payer. 82 000 €. Le permis est valable 3 ans. On a 3 ans pour démarrer les travaux. Mais 1 an après, on nous dit payez les 82 000 €. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr de faire le travail, mais vous payez 82 000 €. Je dis, mais c'est un truc que j'ai jamais vu, mais c'est quoi cette histoire? On paye, et en plus, attention, les impôts, vous lâchez pas. Et c'est 10% de pénalité tout de suite. Donc les 82 000 € sont déjà 90 000. Et vous n'avez pas. Alors, et vous pouvez ne pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on répond? Ah ben si vous ne le faites pas, on va vous rembourser. C'est une vaste blague. J'ai eu le cas. En 95, on ne m'a jamais remboursé. Mais là, je trouve ça. Alors moi, là, ce qui me chiffonne dans cette affaire-là, c'est qu'on oublie un aspect. Chacun son rôle, mais on est en train, et en Guadeloupe, ça qui m'inquiète, ce genre de choses casse l'envie d'entreprendre. Et je trouve que pendant qu'on est en train de charger la barque en une fiscalité de plus en plus confiscatoire, on est en train de décourager en même temps à faire des choses. Et à tout point de vue, on décourage en termes d'impôts, mais on décourage, tout est inflationniste, et surtout, aujourd'hui, même le système, parce que c'est là où je te reviens sur le problème français, même quand on regarde, même le comportement bancaire aujourd'hui devient grave. Je veux un chèque à un entrepreneur qui doit travailler, on m'appelle cet après-midi, on me dit il faut que je justifie, est-ce que je peux envoyer un mail pour dire de payer le chèque de 15 000 €? Je dis mais le chèque je l'ai signé. Donc ça veut dire que je paye cet entrepreneur-là 15 000 €. Pourquoi je dois encore le justifier? Ah ben il faut nous envoyer, ils ont bloqué l'argent. Ils ont bloqué l'argent, mais c'est une histoire de fou. Je dis, je paye un entrepreneur qui fait un travail, il faut que je justifie encore alors que j'ai signé un chèque, c'est ma signature qui est sur le chèque. On est en train de marcher sous la tête. Alors, est-ce la fin du gaspillage? Tout à fait. Je sais. Tout à fait. Est-ce la fin du gaspillage? Tout à fait. Parce que quand on parle de gaspillage... Non. Mais oui, on y va franc. mais parce que... Est-ce la fin du gaspillage? Non, mais c'est que... Non, parce que quand elle dit gaspillage, toi, tu es bien précis.
Le gaspillage dont tu parles, c'est ce laxisme-là qui a consisté à claquer de l'argent pour un oui ou un non et dans tous les sens. Bon. Les premiers éléments qui vont arrêter ça, d'ailleurs, c'est le comportement du citoyen. Il a parlé des gilets jaunes, mais c'était important en France, les gilets jaunes, parce que ça a posé le problème. Mais ici, c'est le comportement du citoyen. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, nos parents ne payaient pas des impôts locaux tellement. Bon. Non, ils ne payaient pas tellement d'impôts locaux. Sauf que, moi, je me souviens que mon grand-père, un jour, le pauvre, il a fait que recevoir un jour 10 années de taxes foncières et on lui a appliqué les 10 années de taxes foncières en passant sur son compte. Franchement, là, ça a failli le tuer, le pauvre, parce qu'on a pris toute son économie, 10 années de taxes foncières. Ce qui, en plus, c'était une arnaque, on n'avait pas le droit de prendre 10 années, c'est 4 années. Mais à ce moment-là, on l'a fait souvent avec les gens. Et cette gestion où on a commencé à augmenter les impôts locaux, à dire qu'il faut élargir la base terre, ce qui est juste, ce qui est normal. Mais par contre, on a oublié qu'il y a une catégorie de gens qui avaient 80-90 ans, qui ont fait une maison, mais petit à petit, etc. C'est pas leur... La maison, quand on vient dire aujourd'hui ça vaut, et on met une taxe foncière où on a alourdi la barque, on ne s'adresse pas à quelqu'un qui a de gros financement. Est-ce la fin du gaspillage? Mais... J'en reviens. Écoutez, Ce soir, avec la lampe de bois. Non, pas du tout. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il veut prendre la parole encore. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore donné ma définition. Mais c'est quoi ça? Claude, voyons. Tu n'es pas dans ton syndicat, là? Non, c'est pas syndical. Heureusement, il n'y a rien de syndical, là. Il n'y a rien de syndical, j'espère bien. Nous parlons, nous échangeons. Harry Ancelade. Oui ou non? Mais c'est vrai, mais j'ai du mal à dire oui, ce sera la fin du gaspillage. Voilà. Mais j'ai du mal à répondre ça. Mais c'est sûr qu'en tout cas, je constate que la gestion se fait de plus en plus sérieusement. Alors, au niveau du contexte, est-ce qu'on peut se dire que le gaspillage pourra continuer? Non, pas comme avant. Non, pas comme là, non, c'est pas possible. Le gaspillage comme avant, c'est fini. Le monde a changé et c'est fini. On n'aura plus ce type de gaspillage comme avant. Et je pense que là, on a assisté à des choses qui... Non, maintenant, la réaction va être un peu différente. Et d'ailleurs, je dirais que... Parce que quand on dit gaspillage aussi, souvent, ça a été lié souvent aussi à un manque de responsabilité des gens qui étaient responsables. Ils géraient pas. Irresponsables. Mais oui, parce qu'ils avaient mission de contrôler des choses, c'est organisé comme ça, mais ils ne le faisaient pas. Ils étaient là, mais ils ne le faisaient pas. Et ça a donné lieu à des gaspillages. Et on découvre un jour des choses et tout le monde dit, ah bon, je ne savais pas, mais ils étaient là tous les jours. Absolument. Merci. Et ça a été un élément qui commence et qui change. Merci. Moi, je pense, sincèrement. Alors, on fait un petit tour de plateau. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, vous entendez, il n'y a pas de souci. Non, ce que je pense, c'est que c'est peut-être un bien, justement, qu'on arrive à une période, bon, disons qu'il y aura toujours, parce que l'homme a la capacité toujours de trouver les moyens de détourner le système. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Mais c'est peut-être un bien, pourquoi? Parce que je pense que, en disant ce que Claude vient de dire, là, les dotations qui vont évidemment se réduire, peau de chagrin, donc de plus en plus, il faudra de la créativité. Et c'est là que ça peut être intéressant, parce qu'il y a des nouvelles façons de gérer qui vont naître. Et c'est, par exemple, prenons le cas du CCAS, par exemple. Pourquoi vous avez donc une machine qui est là pour aider les gens en difficulté? Pourquoi ne pas adosser à cela un fonds de dotation? Et en demandant donc aux gens de défiscaliser dans ce fonds de dotation, d'apporter de l'argent. Oui, Claude, je sais que c'est complètement innovant et que, bon, dans 10 ans, tout le monde le fera. Mais voilà un moyen, par exemple, de mettre de l'argent, d'augmenter donc le budget du CCAS, de permettre à des gens de défiscaliser, puisque le fonds de dotation, c'est 60%, comme pour les fondations, et de pouvoir créer justement un maximum d'économie sociale et solidaire. Voilà, par exemple, quelque chose qu'un jeune maire pourrait faire, par exemple. Mais oui, il y a des jeunes maires... Non, mais c'est ça. Je veux dire, plus les dotations seront réduites,
plus C'est toujours de les maires devront créer de nouveaux schémas pour pouvoir produire toujours ce que je dis de la cohésion sociale. Moi, c'est en cela que je dis que toute situation a son côté. On peut voir le côté négatif comme le côté positif. Moi, je vois le côté positif. Et la Guadeloupe, comme dans beaucoup de domaines, peut être à l'initiative de choses innovantes. J'ai donné cet exemple, je pourrais en donner d'autres. Merci. Exemple qu'il ne faut pas accepter parce que défiscaliser, c'est augmentation de la dépense publique. Bon, alors maintenant, puisqu'on est en train de faire le petit tour de plateau, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Défiscalisation. Oh, mais alors... Oui. Bon, donc, mais tu sais, Claude, il vaut mieux aller dans la Zion. Là, tu es sûr que tu ne paieras, non, mais il faut être sérieux. On est obligé de participer, Claude. Attends. C'est ça. Alors, il y a une méthode quand même. Claude Vous ne Guillaume, pouvez pas me dire que c'est normal. La parole Quand on lit un rapport de la Chambre régionale des comptes, un cadre qui va dans un hôtel, ça coûte 300 € la nuit. Tu te payes un hôtel à 300 € la nuit? Mais je parle de ça que je parle. Sur l'argent du contribuable? Je parle de choses innovantes à faire. Et vous trouvez ça normal? Non. Bon. Non, il faut baisser la dépense publique et Thierry en même temps réinjecter dans ton CCAS. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, donc Thierry Panol. Et ça fait du gaspillage. Je pense que comme l'argent se raréfie, ça va appeler de manière fatale d'autres attitudes, des attitudes faites de rigueur et de sérieux. Et on verra donc comment les élus qui, pour certains, je dirais pour certains, avaient ces habitudes dépensières, de se comporter autrement. Mais je pense qu'avec moins de sous, les comportements devraient changer. Merci, et je terminerai avec Jean-Philippe Courtois. Je pense que le contribuable a aussi déjà bien compris qu'aujourd'hui que nous sommes sur une phase où les deniers publics se font rares. Donc, à l'élu aussi d'en assumer l'entière responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer en 2020 comme on gérait dans les années 60. On doit être aussi conscient aujourd'hui de 2 points importants par rapport à la gestion des deniers. C'est l'obligation pour l'élu de se comporter en qualité de chef d'entreprise. Chaque euro dépensé doit être utile. Deuxième point, chaque nouvelle dépense doit générer aussi de nouvelles recettes. Car on ne peut plus gérer comme en 1960 avec ce qu'on appelait le pot commun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune orientation stratégique des fonds. Alors qu'on sait tous, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'exemple que j'ai donné à l'ouverture de ce débat, il y a des fonds qui sont fléchés pour des opérations. On ne peut pas un seul instant envisager, avec l'argent du CECAS, aller construire une bibliothèque. Ça ne peut plus arriver aujourd'hui. Et dans un dernier temps, si on veut être à la hauteur et pouvoir mettre en place une vraie gestion des deniers publics, il faut absolument que les collectivités, aujourd'hui, se dotent d'une comptabilité analytique, ce qu'on appelle maintenant la nouvelle méthode de gestion. On sait que pour le sport, il faut 1 million, pour le CCAS, il en faut 2, pour la construction des routes, il en faut 3, mais en gros, au 31 décembre, si pour le sport, on a dépensé 1 million 100, on doit pouvoir justifier à quel moment, au niveau de la chaîne de commandement, on n'a pas suivi convenablement cette dépense. Pourquoi, à la mi-juin, on a déjà épuisé le budget de la construction des routes? Ça veut dire que sur les 6 prochains mois, on n'en fera pas. C'est cela maintenant qu'on doit aussi prendre en compte dans la bonne gestion de la ville, mais pour lequel l'élu doit aussi avoir le courage de le dire à la population. Parce qu'on ne pourra pas demain répondre aux doléances de tout un chacun. On ne pourra pas construire une piscine dans chaque quartier. On ne pourra pas construire un stade à chaque carrefour. En gros, il faut aussi avoir ce langage de vérité, de manière à ce que les citoyens sont conscients qu'il y a une réalité budgétaire, qu'il y a une réalité par rapport à l'organisation de la collectivité, une réalité par rapport à l'utilisation qui est faite de ses impôts. Mais pour cela, il doit aussi être un acteur aux côtés de ses élus. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce la pression des citoyens qui entraîne le gaspillage? Pas la pression des citoyens. Le jeu dans lequel, quelquefois, l'élu peut se perdre,
celui de vouloir satisfaire tout le monde, se satisfaire lui-même ou rentrer dans un jeu électoral, donc c'est-à-dire de dépenses que nous allons... On l'a vu dans toutes les collectivités en Guadeloupe. En mars dernier et en juin dernier, des dépenses inconsidérées, des dépenses qui n'étaient, j'en suis sûr, à 90% pas inscrites au budget, mais qui ont été réalisées. Aujourd'hui, à Capesterre, on a déjà utilisé à 150% le budget de rénovation des voiries. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des routes qui ont des trous, il y a des routes qui sont en mauvais état, donc qui peuvent être considérées comme un danger pour l'utilisateur, mais qu'on ne peut pas faire là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on aura fait un choix politique que d'aller faire des routes qui n'étaient pas prioritaires, parce qu'il fallait peut-être satisfaire une famille, un groupe d'amis à la veille des élections. C'est aussi ça le danger. Et ça fait de vous un maire en danger? Non, ça fait de moi aujourd'hui un maire au travail, parce que je crois que si les KPCI ont fait le choix de la ville nouvelle du changement, c'est parce qu'ils aspiraient aussi à une nouvelle méthode de gestion. Merci à vous, merci madame, merci messieurs d'être venus sur ce plateau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème au niveau de cette émission, que les choses soient dites. Excellente soirée à tous.